Mes chers amis, bonsoir. L'Olympique Lyonnais a perdu le foot. Mais alors, cette fois, l'Olympique Lyonnais a perdu le foot, mais alors d'une très très grande façon. Le divertissement ultime. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à nos amis marseillais qui doivent être nombreux pour, avec le goût du sang, vous savez, cette déclaration de Raymond Domenech. J'espère que vous allez passer un grand moment. Je suis malade, enrhumé, donc je vais moucher, je vais tousser. Mais on va débriefer ensemble cette défaite, et quelle défaite de l'Olympique Lyonnais dans cet Olympico contre Marseille, dans lequel on a pas mal espéré un miracle, mais miracle il n'y a pas eu, enfin si, miracle il y a eu, puisque ce but contre son camp de Malo Gusto à la dernière seconde de jeu peut être qualifié de miracle tant il sortait de nulle part. Je vous vois dans le chat, hein. Je vous vois les Marseillais, vous avez le droit de rester là tant que vous êtes polis, vous avez le droit d'être insupportable, parce que très honnêtement, moi j'ai toujours pas, je peux pas m'arrêter de rire, je suis désolé. Enfin, vous l'avez derrière moi, cette action, elle est fabuleuse cette action, c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, on a eu Marsal contre le PSG, et là, on a un autre chef-d'œuvre. Enfin, je veux dire, il faut ouvrir il y a un musée à l'OL. Il y a un musée, il faut mettre des cadres USB, il faut mettre ce genre d'action-là. Il faut qu'on puisse en reprofiter dans quelques années, quand ça ira peut-être mieux, ou plus, ou moins bien d'ailleurs, se dire, ah putain, tu te souviens le CSC de Marsal? Le CSC de Gusto, le CSC de Marsal, tu te souviens, le but de Jérémy Morel, il y a de quoi remplir des banderas pour l'éternité. En tout cas, j'espère que malgré tout, malgré la défaite, j'espère que vous allez bien. L'Olympique Lyonnais avait ce soir une occasion en or de raccrocher le wagon pour l'Europe, puisque l'OL avait la possibilité de revenir à hauteur de Rennes, qui s'est incliné contre Montpellier, et à 3 points du LOSC, qui a fait match nul. Eh ben, raté. Raté, l'Olympique Lyonnais avait une occasion en or, et comme souvent, quand les occasions sont en or, l'Olympique Lyonnais les rate. Et les rate en plus avec panache, puisqu'on peut difficilement qualifier ce contre son camp d'autrement que extrêmement panaché. Merci pour les abonnements, merci à tous. Si vous êtes sur YouTube, merci de lâcher les petits pouces, les commentaires, ça fait toujours plaisir en replay, y compris si vous êtes Marseillais. Hein, écoutez, les affaires sont les affaires. On va parler ensemble de ce match où on aura peut-être des regrets au vu du scénario du but marseillais, mais force est de constater que la victoire pour les Marseillais, eh ben, elle est méritée et largement méritée. Vous allez voir, on va regarder des stats ensemble. Évidemment, je les ai mal préparées, donc elles ne sont pas à l'écran. Elles vont arriver incessamment sous peu. Voilà, 40% de possession pour les Marseillais, 14 tirs à 7, 7 tirs cadrés à 2, et on aura le temps d'en reparler, mais 6 arrêts décisifs d'Anthony Lopez. Donc on va pas se mentir les gars, on a de quoi rager, on a de quoi être triste, on a de quoi vouloir se fracasser la tête contre le mur, de voir ce contre son camp à la dernière seconde, mais la vérité c'est que les Marseillais ont été assez largement au-dessus et qu'ils méritent amplement la victoire, tant l'OL aura fait 15 minutes de qualité en première période avant de ne plus vraiment sortir la tête de l'eau. Pardon. Merci Thomas pour l'abonnement. On va parler ensemble du déroulement de ce match, on va rappeler à peu près comment ça s'est déroulé, ouverture du score, un peu calamiteuse hein, de Munder qui reprend une frappe de Alexis Sanchez parti dans le dos de la défense, un but qui vient une nouvelle fois d'un coup de pied arrêté offensif. Vous l'avez probablement vu, si vous ne l'avez pas vu je vous refais un peu le scénario. C'est un coup franc joué vite par Sinali Diomandé à 40 mètres du but marseillais qui tombe directement dans les pieds marseillais. Derrière, Lovren est à la rue au niveau de l'alignement, ne fait pas la course pour couvrir Under. Sanchez se présente face à Lopez, Lopez arrête, mais Under tout seul à droite la met au fond. Égalisation signé bien évidemment comme toujours Alexandre Lacazette sur un centre de Corentin Tolisso qui sauve un match calamiteux jusqu'ici, et je vais pas tarder à éternuer comme d'habitude. Et donc ce but contre son camp de Malo Gusto à la dernière seconde de jeu, à la 92e minute, qui offre la victoire à Marseille, une victoire qu'ils attendaient depuis très 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 longtemps. Il y a des gens ici dans ce chat qui n'avaient jamais probablement vu de victoire marseillaise en terre lyonnaise de toute leur vie. Eh bien, c'est chose faite, voilà. Et c'est somme toute mérité. On aurait pu rêver d'un hold-up, mais hold-up il n'y a pas eu, tant l'OL a été incapable vraiment de mettre un coup d'accélérateur sur cette équipe de Marseille, pourtant relativement faible. On va pas se mentir, c'était pas un très très grand OM, et je pense que les Marseillais seront les premiers à le reconnaître. Ils ont raté un nombre d'occasions absolument monstrueux. Alors certes, Lopez a sorti un match de folie, mais il y a des occasions ratées côté marseillais. Alors, vraiment, l'égalisation lyonnaise, elle était évidente, tant l'OM n'avait pas envie de mener 2-0 ce match-là. Donc moi, je vous avoue que oui, je suis déçu, oui, je suis énervé, parce que ce contre son camp, il est rageant, et parce que l'opportunité était folle de remonter dans la course à l'Europe et de pouvoir éventuellement vibrer sur cette fin de saison. C'est pas fini, hein, mais ça devient de plus en plus compliqué. Mais la vérité, c'est que il n'y a pas vraiment de regret à avoir. On aurait pu voler ce match. On aurait pu créer une surprise dans ce match, mais le différentiel de niveau était là. Tout simplement, l'OL a fait un très bon premier quart d'heure avec un très gros pressing, et après, les lacunes collectives et les lacunes individuelles se sont faites ressentir terriblement vite. Lopez bagarre avec les supporters, le poulet. Non, vous n'êtes pas sérieux.
Notre milieu catastrophique. On va faire dans l'ordre. Je vous rappelle que vous savez comment ça fonctionne. On va débriefer le match dans son ensemble avec les grandes thématiques du match. Ensuite, on basculera sur Paint où on fera les notes des joueurs avant de terminer par le Gérigno. Et un petit point évidemment sur le classement, puisque là je ne l'ai pas sous les yeux, mais il va falloir le mettre à un moment donné. L'Olympique Lyonnais va terminer cette journée à la 7ème place, si je ne dis pas de bêtises. Je vais aller regarder ça tout de suite pour ne pas dire de saucisse. Oui, c'est ça, 7ème. 7ème. Se faire prêter un joueur de Chelsea, ça nous porter la poisse, bien sûr. Bien sûr, c'est Gusto qu'il faut frapper, pas Lopez. Embrouille avec les Bad Guns. J'ai pas suivi, parce que je peux pas avoir les yeux partout, mais j'ai pas suivi. Merci Tex pour l'abonnement. Comme d'hab, vous avez il y a le petit carnet là, on va dérouler à peu près comment ça s'est passé. Premier quart d'heure, assez intéressant, mais ce qu'on doit quand même retenir de ce match, c'est le nombre de situations sur lesquelles Lopez a dû être décisif. Alors peut-être qu'il peut sortir sur le but marseillais, le premier but marseillais, peut-être. En attendant, il sauve la frappe d'Alexis Sanchez. Mais le nombre de situations qui auraient pu faire but pour Marseille et sur lesquelles Lopez a été brillant. Et ça aurait pu commencer très tôt, puisqu'il y a eu cette première occasion pour Jonathan Klaus, qui se fait toucher par Lopez et qui ne tombe pas. Jonathan Klaus, joueur très sympathique, joueur très honnête. On est sur un joueur qui a 0 vice. Et je pense que s'il tombe dans la surface, ça fait jaune et penalty. Et c'est une toute autre rencontre qui commence. J'ai noté une compo de départ un peu particulière. On aura le temps d'en reparler. Avec un milieu à 3, toujours le même milieu. Pareil, on aura le temps d'en reparler tant ce milieu a été laborieux, pour être poli. Très 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 laborieux. Barcola et Lacazette devant en pointe. Et Cherki, très libre. Cherki très libre, c'était un peu un 4-3 Cherki à la Zub 2 dans le fonctionnement. Ça aurait pu être intéressant. Alors désolé, 2 secondes, je vais me moucher. Ça aurait pu être intéressant ce système-là si Cherki avait eu les yeux en face des trous, ce qui malheureusement n'a pas trop été le cas ce soir. Il a été comme d'hab, il a soufflé beaucoup le chaud et le froid, et plus le froid que le chaud ce soir. Beaucoup de passes ratées, passes pas appuyées, un peu de nonchalance encore. Et quand on fait de Cherki la pièce maîtresse de cette équipe, forcément quand on n'a pas un bon Cherki, c'est compliqué. Heureusement pour l'équipe lyonnaise qu'il y avait un Lacazette plutôt bon dans ce rôle de pivot, et un Barcola en feu qui malheureusement pas suffisamment en feu pour marquer. Mais le grand problème de cette compo, ça a été le milieu de terrain. Et je pense que c'est vraiment l'axe central de ce match, c'est le milieu de terrain lyonnais. Un milieu de terrain composé de Thiago Mendes, de Corentin Tolisso et de Maxence Cacré, qui a été absolument abyssal. Pour dire, c'est probablement Thiago Mendes qui s'en sortait le mieux, qui fait un match moyen moins, mais moyen moins, c'est déjà beaucoup mieux que le match de Tolisso qui jusqu'à sa passe D était absolument calamiteux. Attendez, parce que là je vais encore éternuer incessamment sous peu. Et le match de Cacré, mes amis, le match de Cacré, c'était très 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 compliqué. On va parler après du match de Diomandé en latéral droit parce que ça va pas du tout. Enfin, on peut parler de ce match à travers le résultat, on peut rager de perdre à 2-1 à la 92e, mais la vérité, c'est qu'elle n'est pas au point, cette équipe. Elle a été au point pendant un quart d'heure, mais elle n'est pas au point. Elle n'est pas au point. Ce milieu à 3 numéro 6 n'est pas au point. Cacré en numéro 10, c'est pas au point. Et vous voyez bien que collectivement, il manque du liant à peu près partout. Et quand vous avez les joueurs qui sont censés tenir la baraque, que ce soit les leaders techniques, comme le doivent l'être Maxence Cacré ou Ryan Cherki, ou les leaders défensifs, comme par exemple Dejan Lovren, qui n'a pas été bon sur les 2 matchs les plus importants de la saison. Dejan Lovren, on nous a dit, il solidifie la défense, et c'est vrai, c'est peut-être un peu moins calamiteux avec lui que sans lui, mais Dejan Lovren, c'est un match calamiteux contre Nantes, et un match calamiteux contre l'OM, et c'est quand même beaucoup de buts encaissés. Donc pareil, il faudra tempérer la béatification de Dejan Lovren, parce que moi, j'ai été le premier à dire qu'il a fait énormément de bien, mais là, ce soir, le but est pour lui, et il est pour lui à 99%, quoi. Tolisso, Cherki, Cacrel, c'était abyssal. Ouais, il y a un problème collectif. Il y a un problème collectif et un problème d'animation. Et il y a un autre problème, on en parlera après, c'est la lecture du jeu, la lecture des matchs de Laurent Blanc, qui est encore compliquée ce soir. C'est encore compliqué, la lecture des matchs ce soir. Le premier remplacement, il intervient à la 75e, je crois. Je comprends pas trop le projet là-dessus. Diomandé, 50% avec Lovren. Ouais. Diomandé fait l'erreur au départ. Mais vous voyez bien que sur l'action, Diomandé fait un coup franc de merde, mais derrière vous avez Lovren qui est pourtant devant au départ du ballon. Il est vraiment devant le joueur et il suit pas. Donc Sanchez part au but, Lukeba couvre l'angle droit. Et à ce moment-là, il doit le voir, Lovren. Il doit voir Cengiz Ünder côté droit qui déboule. Il doit poursuivre son effort. Parce que le second ballon, il doit l'avoir. Il doit être sur le second ballon. Ce but-là ne doit pas être encaissé par l'OL. Donc c'est anecdotique parce que des buts non encaissés par l'OL parce que Lopez sort une dinguerie, il y en a eu plein ce soir. Mais sur ce but-là, Lovren, il est complètement coupable.
Tu passes à 9 joueurs défensifs alors qu'on doit gagner. Ouais, non, mais on va prendre dans l'ordre. J'ai noté Tagliafico Zinzin, on en parlera après. J'ai noté Diomandé en latéral droit. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais tu mets qui à la place? Et c'est vrai que c'est une question. Parce que quand on voit l'entrée de Malo Gusto, c'est vrai que tu mets qui à la place? Bah, je sais pas. Bah, je sais pas, mais le problème de fond, il est là aussi. Le problème de fond, il est que Koumbedi, il a 17 ans, que Gusto, visiblement, il est resté à Chelsea dans sa tête, et qu'il n'y a pas d'autre solution. Même, je pense sincèrement, et je vous dis ça avec toute la tendresse que j'ai pour Sinali Diomandé, dont je trouve que c'est un excellent joueur en défense centrale, excellent joueur, dosons un peu, c'est un bon troisième défenseur central dans la rotation. Sinali Diomandé, latéral droit, c'est catastrophique. C'est catastrophique. C'est pas le premier match où Sinali Diomandé est catastrophique à droite, et je pense sincèrement que ce serait probablement mieux de mettre Enrique ou même un jeune du centre type Lomami sur ce poste-là, qui ont des vraies références en termes de prise de l'espace et de couverture, plutôt qu'un Diomandé qui oblige Lovren à colmater plein de brèches, qui donc, je pense aussi, fait que Lovren est à la rue sur ce match aussi parce que Diomandé est à droite et qui sait pas où se placer avec Diomandé. Donc j'ai beaucoup de mal avec ce concept de non, Tolisso en DD c'est pas possible, il a plus la caisse. Il a plus la caisse physique. Donc oui, il y a Lukeba qui sauve la baraque ce soir. Oui, bien sûr, je vous vois dans le chat. Lukeba très bon, Lukeba énorme. Oui, Lukeba sauve la baraque ce soir. Mais en vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il sauve la baraque, il est moins mauvais que Lovren ce soir. Mais un match avec Lukeba qui est très fort, c'est pas un match où tu concèdes 7 tirs cadrés. Donc oui, Lukeba sauve les meubles. Mais Lukeba, c'est pas un match de Beckenbauer non plus. Tu crois encore à l'Europe? Est-ce que je crois encore à l'Europe? En fait, tant que mathématiquement ce sera pas mort, moi je continuerai d'y croire. Est-ce que j'y crois? En vrai, non, j'y crois pas. Est-ce que j'espère? Oui, c'est ça la différence. Ouais, j'espère que l'OL va finir en boulet de canon et que par miracle on va accrocher une 5e place parce que j'ai pas envie qu'on se fasse chier le jeudi soir l'an prochain. C'est infernal une saison sans Europe. Alors oui, c'est une phrase d'enfant gâté, mais c'est infernal de regarder les autres jouer le mardi, mercredi, jeudi. On n'a même pas un petit match contre l'Apollon Limassol ou Ludogorets pour se divertir un peu le jeudi. Donc non, on veut du match le jeudi. Donc voilà, j'étais en virage nord, donc en gros on voit rien que les filets. C'était quoi ce bazar, le dernier but? Bah on n'a pas compris non plus, même à la télé, hein, Nexus, on n'a pas compris. Surtout pas l'Europe. Non mais Olas, qu'il y ait l'Europe ou pas, vous savez, même si l'Olympique Lyonnais termine 5e cette saison, ce sera quand même une saison ratée. Une saison avec une élimination en demi-finale contre Nantes en n'ayant rien montré, et 5e de Ligue 1 alors qu'on n'a pas de Coupe d'Europe et qu'il y a quand même eu des investissements cet été, ce sera une saison ratée. Quoi qu'il arrive, on ne pourra pas se faire avoir par le fameux Christophe Jallet qui nous dit les objectifs sont atteints même si ce ne sont pas ceux de départ. Une 5e place et une demi-finale de Coupe de France, c'est pas suffisant. Cacré direction Shanghai. Mais oui, vous avez peut-être vu cette déclaration de John Textor, on en parlera un peu après, qui a dit la définition de la folie, c'est de faire les mêmes choses et attendre des résultats différents. Et il a dit s'il faut changer des choses, on va les changer. Est-ce que c'est une promesse de la part de John Textor? Est-ce que ça promet des changements importants cet été? Moi, j'ai tendance à penser que oui. Maintenant, quelle sera la marge de manœuvre de John Textor par rapport à Jean-Michel Aulas? Point d'interrogation, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, peut-être comme sur YouTube, comme on a fait la dernière fois. Aujourd'hui, on peut pas trop le dire. Non, j'ai noté sur mon petit carnet le match de Cacré. Oh là 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 là, les amis, Maxence Cacré. Alors oui, il joue pas à son poste, oui, il joue peut-être trop, mais... Oh la vache, c'est dur, c'est douloureux de voir Maxence Cacré comme ça. C'est douloureux. Je ne sais pas, je sais que vous parlez beaucoup de ce qu'avait les marques qu'avait Jean-Michel Aulas sur le crâne. Il avait 2 espèces d'hématomes ici, là. Je ne sais pas du tout ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il communiquera là-dessus. Et ne vous moquez pas, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut s'être passé. Et ça, ne faites pas de blagues sur ce genre de truc, parce que ça se trouve, il s'est fait casser la gueule, on ne sait pas, et c'est pas très très marrant. Donc je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais ouais, Lopez s'est battu avec un supporter, va voir sur Twitter. Alors, attendez, on va regarder. Est-ce que vous pouvez me mentionner sur Twitter dans ces cas-là, quand il y a des trucs importants comme ça? Vous m'envoyez en mention la vidéo. Qu'est-ce que vous me dites? Je vais essayer de remonter, parce que visiblement, il s'est battu avec ses supporters, ce serait quand même assez grave. À moins que vous faites encore avoir. Anthony Lopez a été séparé par des membres de la sécurité du groupe Ama Stadium. Il semblerait qu'un conflit ait éclaté avec les supporters de l'OL. De mieux en mieux, hein. De mieux en mieux. On verra, on va voir si on a plus d'infos à un moment donné. Techniquement, il fait pitié le Maxence. Bah, moi, il me fait de la peine. Et j'ai pas d'explication. Quant au fait que Maxence Cacré soit autant dans le jus. Il y a quelques sursauts et on a envie d'y croire. Je pense que comme moi, vous avez adoré le Cacré du Final 8 et on continue à s'y accrocher. Mais ça devient dur pour Cacré, là. Ça devient très compliqué. Et encore une fois, face à un milieu comme ça,
On va quand même épargner Thiago Mendes. Alors je sais, vous allez me dire, non, Thiago Mendes, il est nul, compagnie. Mais alors Lopez qui en vient aux mains avec un supporter à la fin du match. Alors, attendez, je vais voir si je peux pas vous le mettre directement. Directement à l'écran, ce serait pas mal. Je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de vous mettre, parce que quand même on est sur de l'actu un peu chaude là. Je vais essayer de vous mettre la vidéo de Lopez qui se bat. Si j'y arrive, bien sûr. Alors, je vais essayer de vous mettre ça. Merci Zoé qui vient de m'envoyer la vidéo. Merci à toi. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Putain, ça marche pas. Je suis désolé pour ceux qui sont sur YouTube là. Alors. Voilà, je l'ai. Voilà, je vais essayer de la mettre en plein écran si je peux. Regardez. J'arrive pas trop à voir ce qui se passe là. Ah si, ok, d'accord. On va remettre depuis le début. Ouais, il y a une altercation quoi. Bon, ouais, ça reste une altercation, c'est pas non plus la guerre. Hein. Désolé pour ça. Hein. Ouais, bon, ok. Bon, c'est probablement. Alors, je veux avancer de rien, on sait pas ce qui s'est passé. Hein. Mais c'est probablement un mec qui a dû dire une saloperie. Parce que honnêtement, Lopez, on sait qu'il a le sang chaud, mais il va pas se fighter contre des supporters. Surtout, quand même, c'est le mec qui est probablement le plus proche des supporters dans l'effectif. J'aurais tendance à miser sur un débile qui l'a insulté ou quelque chose comme ça. La bagarre aussi longue que Gattuso. Donc, non, je pense que c'est un élément isolé des tribunes qui a dû l'insulter, quoi que ce soit. Mais les Bad Guns, s'ils doivent insulter quelqu'un, c'est probablement pas Lopez. Donc, j'aurais quand même vraiment des gros doutes sur le fait que ça vienne du virage plutôt que d'un ahuri isolé. Bref. Donc non, là-dessus, je pense pas que ce soit... Il s'est pris la gueule avec un supporter, et je pense que c'est le supporter qui a dû dire des saloperies. Voilà, et je pense que Anthony Lopez est le premier énervé du résultat de ce soir, et le dernier à blâmer. Donc clairement. On revient du coup à notre sujet, on parlait de Maxence Cacré. Effectivement, le match, la doublette Tolisso-Cacré a été vraiment calamiteuse. Tolisso, c'était terrible. Hein. Alors il sauve son match par cette passe D, ce centre, mais la vache, c'était pas lui ce soir, c'était son frère jumeau, enfin, il y avait des passes, des contrôles, enfin, la vache. Oh, le match de Tolisso, les gars, c'était dur à voir, c'était vraiment très très dur à voir, et c'est là hein, que le match se joue, parce que c'est le milieu qui a été défaillant. Le match de Tolisso ce soir, il est... Waouh. Et encore une fois, et j'en ai marre parce qu'on radote, Mais ce week-end, El Arouche met un doublé, si je dis pas de bêtises, dans le derby. Qu'est-ce qu'il fout, El Arouche, en réserve? On est sur un joueur qui donne le meilleur de lui-même, qui crée des choses. Alors oui, il est un peu frêle physiquement. Oui, il est petit, mais putain, au moins il fait des choses, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la vision du foot qui fait qu'on met même pas El Arouche sur le banc là-dessus? Je comprends pas, honnêtement, je comprends pas. Quelle est la vision du foot qui fait qu'on joue avec 3 milieux défensifs alors qu'on a Jeffinho sur le banc? Et on voit bien que quand il rentre, Jeffinho, il se passe des choses. Alors oui, il rentre dans un contexte où tout le monde est fatigué et c'est plutôt favorable à un mec comme Jeffinho. Mais je comprends pas. C'est vraiment une énigme. Et pourquoi Jeffinho, quand il doit rentrer, il rentre à la 75e? Ça veut dire que Laurent Blanc, jusqu'à la 75e, il est satisfait de ce qu'il voit. Il est satisfait des stats, il est satisfait du rendu de son équipe. Pourquoi on tarde autant? Pourquoi il sort Barcola? Je sais pas. Et je continue à avoir toujours espoir que Laurent Blanc soit pas finito. Et donc parfois il y a des matchs où on se dit ah en fait Laurent Blanc peut-être que c'est pas si nul que ça. Et après on retombe dans les travers, on se dit putain mais pourquoi? Pourquoi Tudor n'a fait qu'un seul changement? Mais Tudor il mène au score et après enfin je veux dire et puis le banc de l'OM c'est pas la même chose en plus. Il y a pas vraiment de joueurs défaillants là ce soir à l'OM à part Jonathan Klaus qui rate plein de trucs. Marseille, ils dominent le match. Marseille, ils ont plein d'occasions. Ils croquent devant le but. Mais il n'y a pas de raison intrinsèque de faire des changements pour Tudor si ça pousse. Alors que Laurent Blanc, à l'heure de jeu, quand on rentre sur le terrain, quand l'OL revient sur la pelouse en deuxième mi-temps, de la 45e à la 60e minute, c'est calamiteux. C'est calamiteux. C'est-à-dire qu'à la 60e, 61e, Laurent Blanc, il voit, il se dit non, tranquille. Et après, il en fait 3 d'affilée. Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas et je suis, et je suis vraiment déçu et assez inquiet par le fait que la lecture de ce match
va se faire par le prisme de ce contre son camp à la 92e, alors que la réalité, c'est que le match de l'OL, il n'a pas été bon, il a été dégueulasse pendant au moins 75 minutes, et on va dire, ah, mais on aurait pu gagner si Gusto met le ballon au fond des filets sur le point de pénalty, et qu'on ne prend pas ce CSC. Et vous allez voir hein, que Jean-Michel Aulas, il va nous faire ça, que les déclarations, ça va être ah là là, c'est vraiment anodin, ça se joue sur des détails. Or, c'est pas vrai, ça se joue pas sur des détails. Ça se joue pas sur des détails. Le hold-up aurait pu se jouer sur un malentendu, mais ça se joue pas sur des détails. Ce match-là, il doit être gagné par l'OM 3-1, voire 2-0. Mais l'OL, en vrai, si on gagne ce match, c'est un hold-up monumental. Donc, je suis désolé, mais il faut être lucide là-dessus, et je sais qu'il y en a pas beaucoup qui le sont. Mais c'est pas un bon match. Et on peut pas se satisfaire d'un match qu'on aurait pu gagner sur un malentendu. En tout cas, c'est pas ma vision. Vous allez dire, oui, Charlie, t'es toujours négatif, tu passes ton temps à râler. Ouais, ouais. Donc voilà, donc moi je suis un peu fatigué ce soir de tout ça, quoi. Vous pouvez faire 6 hold-up et jouer l'Europe, rien à foutre. Ouais, mais la vérité c'est que tu peux pas t'en sortir. Attends, je vais me remoucher. On est toujours sur la même logique. On est sur la logique du résultat, on s'en fout. On est toujours sur la logique du contenu, on s'en fout si les résultats sont là. Et c'est une logique qu'on a depuis le licenciement de Peter Bosz. Depuis que Laurent Blanc est arrivé, la logique c'est ouais, c'est pas grave si on est nul du moment qu'on gagne. Et ça, c'est une logique qui a prévalu jusqu'en demi-finale de Coupe de France, où on disait ouais, c'est pas grave si on gagne à l'arrache si on est au Stade de France. C'est pas grave si on gagne à l'arrache si on gagne la finale de la Coupe de France. Bah au final, on a gagné aucun match à l'arrache, on a perdu contre Nantes, finito la Coupe de France, on n'en retient rien. Donc derrière, vous avez une course inespérée à l'Europe, où t'es toujours dans cette logique de dire ah ouais, mais si on gagne à l'arrache, ça me va très bien. Mais à un moment donné, les gars, il faut quand même penser à l'avenir. Il faut quand même penser à l'avenir, il faut quand même penser à construire quelque chose. Et l'OL n'est pas une équipe régulière. Si c'était une équipe qui déchatte, si c'était une équipe qui manque de réussite, mais on voit des bribes par moment, moi ça me va hein, d'avoir une équipe qui presse une mi-temps et qui fait un truc un peu moyen. La vérité c'est qu'on est bon 10 minutes, ça suffit pas. Ça suffit pas. Et je vois le sondage là, je sais pas qui a posté ce sondage, mais merci au Modo qui a fait ce sondage. Vous êtes à 50-50 sur Laurent Blanc, sur on le garde ou pas. Et vous savez bien que le problème, c'est pas Laurent Blanc. Le problème, il est dans la construction globale de ce club, de l'effectif et de l'état d'esprit. Il y a, attention, leak, mais il y a quelques semaines, j'ai rencontré des gens du FC Metz et des gens du Stade Malherbe, du Havre. Et je demandais aux gens du Havre, je leur dis, mais comment vous expliquez cette saison du Havre? Comment ça se fait que le Havre bombarde autant alors que personne ne les attendait aussi haut? Et ils expliquaient que, ça bosse bien, que l'état d'esprit est bon, qu'ils ont tous, ils croient tous en eux, qu'ils ont tous confiance en eux, et que ça tenait globalement qu'à ça. Ça tient qu'au fait que les mecs, il y a que des jeunes, il y a un staff qui bosse, et vous savez très bien que le problème, c'est pas Laurent Blanc, c'est tout l'univers un petit peu, comment dire, j'ai pas le mot, mais d'ambiance de mort, quoi. L'ambiance de mort autour de ce club. Comment vous voulez que les joueurs se défoncent quand il y a une ambiance de conflit interne, de gens qui sont sans cesse en train de se justifier d'être nuls, aucune remise en question. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques jours, Jean-Michel Aulas postait sur Twitter un screenshot du classement de la phase retour. Vous vous rendez compte quand même, l'autosatisfaction de dire non, les gars, on est 7ème, mais tranquille, on est champion de la phase retour, quoi. On est dans une logique où il n'y a pas d'humilité. Il n'y a pas d'humilité dans le discours, il n'y a pas d'humilité du niveau du coach. L'impression que tout le monde s'en fout. Et tant que c'est ça, tant que ça changera pas, je pense que l'OL, quel que soit le coach, pourra pas repartir de l'avant. On est sur un club qui n'est pas humble, qui n'est pas honnête et qui n'est pas transparent vis-à-vis de ce qu'est la réalité sportive. On est dans un déni de réalité à l'OL. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Parce que moi, je crois sincèrement, et je suis peut-être naïf, mais je crois sincèrement que c'est pas grave de faire 7ème. Alors attention, hein. Attention, écoutez-moi bien. C'est pas grave de foirer une saison, même 2, même 3, si dans ton discours t'expliques que, ouais, c'est la merde, oui, on est en reconstruction, oui, on essaye de faire au mieux qu'on peut, oui, on va structurer certaines choses, mais ça va prendre un peu de temps, on est dans une période de transition, il va falloir manger son pain noir, et ça ira mieux plus tard. Et le problème, c'est que ce discours-là, l'Olympique Lyonnais l'a eu après Puel, quand on s'est retrouvé avec Rémi Garde. On nous a expliqué, ça va être la merde, on n'a pas d'argent, on va recruter très faible, très peu cher, et on va manger du pain noir pendant 3 ans. Et on a fait 5ème, et on a fait 4ème avec Rémi Garde, et c'était pas ouf, mais
il y avait le deal, c'était ok les gars, ça va être un peu la merde, ça ira mieux plus tard. Et là, le problème, c'est que c'est la merde. On comprend pourquoi c'est la merde. Il y a eu le Covid, il y a les problèmes financiers. L'OL est un club particulier avec des moyens financiers qui sont quand même beaucoup liés à sa capacité à pouvoir rembourser le stade. Et il n'y a pas ce discours de c'est la merde, les gars. C'est la merde, il faut qu'on soit tous ensemble. Oui, c'est décevant, et on est conscient que c'est décevant. Oui, on va faire les changements, mais on va y arriver. Et vous voyez très bien le parallèle assez évident qu'il y a à faire avec une certaine situation politique dans un certain pays d'Europe, où il y a un déni de réalité par rapport à ça. C'est la merde, ça sert à rien de nous dire que c'est pas la merde. Ça sert à rien de nous vendre du oui mais on est champion de la phase retour, oui mais on a fait des gros recrutements cet hiver ou quoi que ce soit. Et moi je suis en colère contre l'OL pas à cause des résultats. Je suis en colère contre l'OL parce que j'ai le sentiment, et je pense que c'est le sentiment de pas mal de supporters, d'être pris pour un con régulièrement. Qu'on m'explique que j'ai tort de pas être content, que j'ai tort de critiquer, que je suis un mauvais supporter parce que je suis pas satisfait de regarder mon club 90 minutes tous les week-ends. Et j'ai l'impression que le message qu'envoie la direction du club, notamment Jean-Michel Aulas, c'est mauvais supporter, tu ferais mieux de supporter l'équipe. Et il y a encore des mecs sur les réseaux qui sont dans cette mouvance-là, qui t'expliquent que t'es un mauvais supporter parce que tu critiques. Et il y a un mec qui m'a dit la dernière fois sur Twitter, il m'a dit depuis que c'est la crise à l'OL, tu fais que critiquer. J'ai regardé, j'ai répondu oui. Oui, merci à Savals pour le Prime. Et en fait, j'ai vraiment le sentiment, c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant d'avoir cette position où les supporters sont lucides et peuvent comprendre pourquoi ça va pas, mais on leur explique que non, ils sont nuls. Et que les vrais supporters, ils vont au stade, ils supportent leur équipe, et ils achètent les places à 150 balles pour voir l'OM. Combien de temps ça va tenir encore ? Combien de temps ça va tenir ? Je sais pas, mais il y a quand même un problème fondamental dans cette vision-là de la gestion du club de foot. Donc voilà. Surtout, tu récupères... Non, mais on en a déjà parlé de l'avenir à court terme de l'OL. Il va falloir des changements. Il va falloir des changements parce que, vous voyez, je vous reprends cet exemple-là. Mathieu Bodmer, au Havre, il avait des bouts de bois pour recruter. Il a recruté avec des bouts de bois. Et on peut recruter avec des bouts de bois. On peut recruter des petits jeunes, tant pis, à droite à gauche, pour pas cher. Regardez Le Penant, c'est un bon exemple. Le Penant et Koumbedi. Fait pas que de la merde à l'OL. On n'est pas obligé de recruter des Amin Sarr à 12 millions si on peut recruter des Le Penant et des Koumbedi. Koumbedi, il a coûté 1 million d'euros, Le Penant 5 millions. C'est possible. Regardez ce week-end, Loïs Openda, il a marqué son 16e but de la saison. Openda, il a coûté 10 millions à Lens. C'est possible d'avoir des bonnes idées. C'est possible. Donc à un moment donné, il faut structurer tout ça. Il faut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Bodmer avec des bouts de bois, il a monté un chalet. Non mais voilà, Le Penant, c'est pas le bon exemple. Si, Le Penant, c'est un bon exemple. Le Penant, il est juste pas fait pour être titulaire. C'est tout. Le Penant, il devrait pas être titulaire dans cette équipe. Il devrait être dans la rotation de temps en temps et c'est tout. Mais il devrait pas être titulaire. Mais c'est une bonne idée. 5 millions pour Le Penant. Vous voyez bien que c'est quand même un bon joueur de football, Le Penant, qui va progresser et qui va être valorisé. Est-ce que ce serait pas le souci de notre cellule de recrutement ? C'est un problème global, je pense. Mais on en a déjà parlé un demi-milliard de fois de ce qui va pas à l'OL. C'est la communication. Et je pense vraiment que, certes, la communication, c'est pas le sportif, mais c'est quand même hyper important dans le sens où dans l'image que ça renvoie et l'image qu'on revoit aux joueurs, cet objectif de toujours se satisfaire de la toute petite paillette au milieu de la montagne de caca, ça ne fonctionne pas. Parce que les supporters, ils la voient, la montagne de caca. C'est pas parce qu'on leur dit, regardez là, au milieu de la grosse merde, il y a un petit bout de paillette, et vous en parlez jamais du bout de paillette. On ne parle pas de Dimitri. Hein. Et je pense que déjà, il y a un problème de com qui derrière ruisselle sur tout le club. Parce que du coup, comme la direction du club passe son temps à dire aux supporters qu'ils sont méchants et qu'ils n'ont pas à critiquer, il y a des joueurs qui finissent par le croire. Regardez Karl Toko Ekambi, comment il parle du club, comment il parle des supporters, et considère qu'on est des sacs à merde de l'avoir sifflé, critiqué. Alors je vous parle pas des affaires de gens qui auraient pu proférer des insultes racistes à l'encontre de Karl Toko Ekambi, auquel cas ces mecs-là ils doivent dégager. On va pas en reparler, mais il y a encore eu tout à l'heure une banderole dans le virage sud avec marqué fier d'être français, avant qu'elle soit retirée par la sécurité, mais tranquille, tout va bien, on nous dit qu'il n'y a pas de problème dans les tribunes. Mais voilà, tant qu'il y aura cette côté autosatisfaction et non remise en question et déni de réalité, je pense qu'on n'y arrivera pas. Je pense qu'on n'y arrivera pas. Voilà, pour le constat global, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop déprimés. On va passer aux notes. Alors j'avais noté un truc, tiens. J'ai noté quelqu'un a des nouvelles de Jérôme Boateng. Voilà, c'est tout. C'était la question de fin. Quelqu'un a-t-il des nouvelles de Jérôme Boateng ? Attendez, je regarde vite fait les questions là. Le problème, c'est aussi la constance de tes joueurs clés. Comment Cacré peut devenir aussi éclaté ? Je sais pas. Honnêtement, je pense que c'est un problème mental. Je pense que c'est un problème de mental et qu'il est dans le dur au niveau de la confiance. Vous voyez bien qu'un Barcola joue en pleine confiance, il tente des trucs, il réussit tout. C'est quoi le problème de la banderole ? Les gars, si vous voyez pas le problème avec ce genre de banderole dans un stade de club,
Enfin, c'est chelou quand même. Enfin, bref, on va pas en parler de toute façon, sinon on va encore avoir des problèmes. Cacré et Tolisso, c'est catastrophique. C'est un problème quand même de. Je pense que c'est un problème de mental et d'état d'esprit. T'as vu l'interview de Tagliafico? Non, j'ai pas vu l'interview de Tagliafico. Quand vous me dites des trucs comme ça, en fait, j'ai pas les yeux sur Twitter pendant le live. N'hésitez pas à me mentionner sous les trucs que vous voyez. J'ai ma colonne mention sous les yeux. Donc je peux regarder là par exemple, il y a Anto qui m'a envoyé une stat qui est intéressante, stat de Data OL qui est super intéressant. OL underscore data, je vous invite à suivre ce compte qui est super. Qui dit l'OL a tiré 193 corners cette saison pour 3 buts. 1,54% de réussite. C'est pas mal quand même. Laurent Blanc a dit les joueurs doivent être déçus du résultat, mais pas de la façon dont ils ont joué. Vous voyez, ça, c'est un exemple parfait. C'est un exemple parfait de déni de réalité. C'est-à-dire que si Laurent Blanc considère lui-même que les joueurs doivent être fiers de la façon dont ils ont joué ce soir, c'est qu'ils voient pas les mêmes matchs que nous. C'est qu'ils voient pas les mêmes matchs. C'est pas possible. Parce qu'on peut pas être fier de la manière dont on a joué. On peut être fier des 15 premières minutes, on peut être fier de peut-être 10 minutes en seconde période, mais c'est tout. Donc en fait, c'est ces discours-là qui vont pas. Et c'est très bizarre parce que Laurent Blanc, quand il s'agit de parler de Cherki, il a cette lucidité de dire non, il a pas fait un bon match quand il a fait un match moyen. Et je comprends pas comment c'est possible qu'il ait ce discours-là d'autosatisfaction et de déni de réalité, Laurent Blanc. Il défend les joueurs. Bah non, il défend. Vous voyez, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Si les joueurs ils rentrent chez eux ce soir en se disant oh c'est con, on a fait un bon match, vous voyez le problème, il est là. Le problème, il est là. Bon allez, on passe aux notes parce que sinon on va jamais en terminer. Alors, React. Je vais vous mettre le paint comme d'habitude. Alors. Non, alors ça c'est un terrain noir. Allez, c'est parti. On dessine notre. Oula, 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 oula. Ça partait pas bien ça. Essayez de m'appliquer pour une fois. Eh, il est pas mal là. Franchement, il est pas mal. Pour le moment. Après, je prends un peu trop de temps là. Je pense que c'est le plus beau de la saison. Je pense que c'est le plus beau de la saison. C'est le plus beau terrain de la saison. J'espère que vous êtes fiers de moi. C'est le plus beau terrain de la saison. Je pense qu'on fera pas mieux. On peut s'arrêter là. Alors, nous avions sur le terrain Anthony Lopez, Castello, Luqueba, Tagliafico. Tagliafico, Mendes, Lovren, Diomandé. Alors après, je vous avoue que je sais pas trop comment placer les autres. Mendes, Tolisso. Comment on va mettre? On va mettre Cacré, Barcola, Lacazette. Bon, on va mettre Cherki dans cette zone-là, même s'il a plutôt joué 10. C'était pas vraiment comme ça, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Ce serait pas mieux de noter les Marseillais. Non, ça ira. Lopez. Voilà, ça me semble assez évident. Il n'y a pas trop de débat à avoir. S'il n'est pas là, on en prend 4. C'est assez logique. Oui, oui, il n'est pas parfait sur le premier but de Marseille. Oui, il peut sortir, c'est vrai. En attendant, il sort pas, il fait l'arrêt. On peut difficilement lui reprocher. 6 sauvetages quand même. Hein. 6 arrêts pour Lopez. 6 arrêts ce soir, dont des arrêts absolument incroyables sur la frappe rater, là où il part du bon côté, on ne sait pas comment il fait, et il l'arrête sans même la repousser, la déviation sur la transversale. Enfin, le match de Lopez, il est absolument stratosphérique ce soir. Il est monstrueux. Et c'est vraiment dommage qu'il prend ce but-là, mais franchement, il ne doit pas le prendre en plus. Il doit pas le prendre parce que vous avez Luqueba qui décroche pour aller chercher Sanchez qui va par là, et vous avez Lovren qui est ici. Il y a Under qui arrive par là, et Lovren il doit couvrir ici. Et s'il fait l'effort, Lovren il n'y a pas but. C'est d'autant plus con. Donc c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Pour une fois, balle au pied était bon. Alors bon, je dirais pas, potable peut-être. Mais non, Lopez sur le CSC, il peut rien. La vérité, c'est que c'est peut-être pas un match qui vaut 9, mais sentimentalement, ça vaut 9. On va commencer par la gauche, Tagliafico. Très bon match de Tagliafico, j'ai trouvé. Avec notamment ce 50-50, comme on appelle ça, où il est allé au duel comme un TGV lancé à pleine vitesse, comme un Range Rover face à une biche dans la forêt. Match de patron de Tagliafico. Et ce qui est très marrant, en tout cas je l'ai ressenti comme ça, il y a un moment donné, Tagliafico il en avait ras le cul, j'ai l'impression. Donc Tagliafico il s'est mis à aller jouer par là, il s'est mis à aller jouer là, il s'est dit, vous savez quoi, puisque personne n'a envie de jouer au foot, bah, je vais jouer au foot tout seul. Et il a pris ses responsabilités comme un grand. Valeur sûre. Valeur sûre, Tagliafico. Alors, c'est pas un très grand match, évidemment, mais
Mais il a joué un peu partout et je pense qu'il fait quand même du bien au niveau de l'état d'esprit. Moi, je l'aime bien. C'est dur, hein. C'est dur, je suis malade comme un chien. Tagliafico 6 ce soir. C'est déjà pas mal. Ses appels croisés étaient intenses. Ouais. Il apporte vraiment des choses intéressantes. C'est pas la première fois qu'on le revoit jouer dans cette zone-là. Il va souvent jouer dans cette zone un peu intermédiaire, là, ce half space, comme disent les tacticiens. Dans cette zone-là, à vouloir jouer beaucoup dans l'axe, c'est assez intéressant. Alors, le problème que ça pose, c'est que le couloir gauche, il est complètement désert. Mais c'est assez intéressant, surtout avec un Cacré qui est trop sur le terrain et qui sait pas trop quoi faire. Donc, ça, c'est pas mal. Euh, N'oubliez pas qu'on était dégueulasse, ça commence par 9 et 6. Oui, bah ça va pas durer, hein. Lukeba, il a fait un bon match. Malheureusement pour Lukeba, il y a quand même 2 buts encaissés, beaucoup d'occasions concédées. Alors oui, il a fait un meilleur match que les autres, ça c'est une certitude, mais tranquille. Tranquille quand même sur Lukeba, on est sur un match perdu 2-1, hein, avec beaucoup d'occasions concédées. Je vous trouve très généreux avec un 7, on va mettre 6 pour Lukeba et c'est déjà sympa. Compte tenu de la prestation défensive de l'OL qui a quand même été assez calamiteuse, ça a été n'importe quoi tout du long, hein. Il n'est pas aidé. Oui, il n'est pas aidé et il est fort physiquement. Ça a été le seul vraiment au niveau dans la défense avec Tagliafico ce soir. Mais complètement abandonné ce soir, hein, Lukeba. Complètement abandonné. Lovren. Lovren, pas bon du tout. Non, 4 pour Lovren, vous êtes très généreux, hein. Très généreux avec Lovren, je trouve. Lovren, il est quand même ultra fautif sur le premier but. Doublement fautif. C'est lui qui laisse partir Sanchez et c'est lui qui couvre pas après. Et globalement, sur la globalité de la rencontre, il n'a pas été bon. Non, vous êtes super généreux avec Lovren. Pour moi, Lovren, ce soir, c'est un 2,5 bien tassé. Imaginez, c'est Damien Da Silva qui fait ce match-là, vous lui mettez 2. Donc non, soyez lucide là-dessus. C'est 2,5 ce soir, Lovren. Diomandé. Diomandé, il a toujours le bonus pas à son poste. Mais alors putain, stop Diomandé, on n'en peut plus. Diomandé, à droite, c'est du terrorisme. C'est pas possible. Il est calamiteux en latéral droit. C'est pas le premier match qui foire, hein. C'est pas le premier match où il est en dessous de tout à ce poste-là. Je suis désolé, je vais devoir me reboucher. C'est très dur là. Sans bonus de. Non, mais c'est 2 ce soir, Diomandé. C'est 2. Il est fautif sur le but aussi. Parce que sur le but, quand même, le coup franc, il le tire ici. Il l'envoie directement dans un adversaire. Puis ensuite, il tranquille. Il se recule un petit peu. Il laisse partir dans le dos. On a vu clairement le manque de Koumbedi. Ouais. Parce que Koumbedi sur ce match-là, je pense qu'il aurait fait extrêmement mal, notamment avec un Barcola qui était quand même dans une forme assez folle. C'est vraiment dommage que Barcola n'ait pas été plus aidé que ça. Mais oui, Diomandé ce soir, c'est un 2 bien tassé. Non, on ne note pas les remplaçants qui sont rentrés moins de 45 minutes. C'est Coco qui fait le coup franc. Non, c'est Diomandé. C'est Diomandé, il me semble. Tolisso, bah, match sauvé par une passe D. Match sauvé par une passe D pour Tolisso, mais sinon, oh là là. Ouais. Franchement, c'est un match qui vaut 1 plus la passe D. Merci à Lucas pour le prime. C'est un 1 plus 2, Tolisso. C'est un 3. Allez, 3,5 parce qu'il y a une passe D quand même. Mais en vérité, c'est un match vraiment dégueulasse de Tolisso. C'est un match catastrophique. Ouais, et il y a eu quand même. Il y a eu à un moment donné une passe. Je sais pas si vous vous souvenez de cette passe-là. Il y a eu une passe qui va par là et qui finit par donner une occasion. Il y a eu la tête en retrait sur Lukeba qui pourrait faire contre son camp. Il y a eu une quantité de trucs, de choix calamiteux qui vraiment sont terrifiants. Sont vraiment terrifiants. C'est un match. Ça m'inquiète, moi, Tolisso. Ça m'inquiète parce que le contrat est très long pour Tolisso. Je crois qu'il est jusqu'en 2027. Il coûte très cher, Tolisso. Et je suis pas sûr que, malheureusement, sportivement, moi j'adore le joueur. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur choix, hein. Mendes. Alors, Mendes, paradoxalement, j'ai trouvé qu'il avait fait un match plutôt correct. Je l'ai trouvé intéressant en première période. Mendes, c'est un match honnête, potable. Alors oui, hein, c'est pas Andrea Pirlo, hein, bien sûr, mais c'est un match plutôt honnête. Alors c'est pas un match qui mérite la moyenne parce que le milieu n'a pas été suffisant. Mais oui, c'est un 4,5 je pense pour Mendes. On va finir avec ce milieu de terrain avec Cacré qui a fait un match, dans la lignée de ces matchs qu'il fait en numéro 10. Cacré, ça va pas. Ça va vraiment pas. Donc il y a eu quand même de l'activité en première période. Sa première période est pas sa première demi-heure est pas calamiteuse à Cacré. Mais alors derrière, oh là là, c'est dur. C'est dur. C'est dur. On va mettre 2. On va mettre 2. Voilà. On va mettre 2 parce que ouais, on va mettre 2. Voilà. 2. Cherki, il a quand même beaucoup plus raté qu'il a réussi ce soir.
Beaucoup de choix pas judicieux, de 1 contre 1. Et il y a toujours cette tendance, c'est Raphaël Cosmidis qui en parlait sur Twitter, faire des contrôles semelles. Là. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Et il m'agace. Il m'agace un petit peu sur ce genre de match, Cherki, parce qu'il doit voir quand il y a des trucs qui passent pas. Il y a des trucs qui passent contre des équipes de bas de tableau avec des défenseurs de bas de tableau, mais qui passent pas quand tu es en face, c'est les défenseurs de l'OM. Donc malheureusement, Cherki ce soir, il pèse très très peu sur ce match. Et il doit finir avec 1 ou 2 passes D, mais c'est de sa faute. C'est pas des occasions ratées par ses partenaires, c'est parce qu'il a des balles, des appels, des possibilités de passes qu'il ne fait pas. Donc ce soir, c'est un très petit match de Cherki. Et c'est un match agaçant. Et il y a un autre truc qui m'agace chez Cherki, c'est qu'il a quand même beaucoup tendance à aller râler sur ses coéquipiers. Et c'est un truc qu'on avait reproché à Lacazette, sauf que Lacazette, il a une certaine forme de légitimité pour pouvoir le faire. Et Cherki, il a tendance à pourrir ses coéquipiers quand il rate des trucs, alors que mon frère, regarde-toi dans la glace avant, quoi. Il a plutôt distribué que d'habitude. Je suis pas d'accord avec ça. Il râle beaucoup, ouais. Il râle beaucoup, et je trouve que c'est pareil, c'est dans la lignée du discours de peut-être manque d'humilité. Très sévère, le 2 de Cacrec, c'est pas son poste. Ouais, mais bon, à un moment donné, on est obligé, quoi. Donc non, c'est un 3 pour Cherki. 3 qui pèse pas beaucoup. Barcola brillant par moment, mais pas décisif ce soir. Après, je pense pas qu'on puisse reprocher grand-chose à Barcola ce soir. Ah, mes amis, je suis enrhumé comme rarement. C'est laborieux. Je sais pas si on met 5 pour Barcola. Je sais pas si on met 5, je pense que c'est quand même pas un match qui mérite la moyenne. Je pense que c'est un 4 pour Barcola, c'est assez neutre comme match. Il y a eu quelques actions intéressantes, mais qui provoquent pas autre chose. Il n'y a pas eu de grosses occasions de but pour Barcola, il n'y a pas eu de bon centre, il y a eu beaucoup de trucs notables. Il y a de quoi faire une compil YouTube, mais ça suffit pas, quoi. Ouais, 4,5, quoi. Ça reste un attaquant, hein. C'est la grosse clim qui t'a rendu malade. Non, j'étais déjà malade avant. C'est la chute de Pogacar. 8 de pressing, pas de 10 de création. Le poste de Cacrès, c'est box-to-box. Hein. Même, moi, c'est même plus que ça. Pour moi, le poste de Cacrès, c'est meneur de genre trait. C'est Regista. C'est en 6, plus bas, à côté d'un mec qui déménage un petit peu. Vous voyez un prime Gonalon à côté de Cacrès, je pense que ça fonctionnerait. Mais c'est pas du tout haut sur le terrain. C'est pas sa zone. Cacrès, c'est un poste à la Verratti. C'est-à-dire premier sur le pressing et premier à relancer derrière. Mais c'est pas un mec qui doit être meneur de jeu. Et on termine par Lacazette. Lacazette, bah, c'est lui qui nous continue à espérer. Après, il y a une grosse occasion de rater, mais elle est dure à prendre parce qu'elle rebondit juste avant. C'est un bon match de Lacazette, toujours précieux en pivot dans les merguez qu'on lui envoie. C'est vraiment, il a pas un job facile, Lacazette. Hein. Il a vraiment pas un taf facile. Il est là tout seul, dos au but. On lui envoie des merguez dessus et on lui dit démerde-toi, Alexandre, c'est toi le meilleur. Il fait pas un job facile, monsieur Lacazette. Hein. Donc on va mettre 6, 6,5 pour le but. Mais il fait pas un taf facile, notre ami Lacazette. Hein. Quand même compliqué. Hein. C'est quand même compliqué. Voilà à peu près où on en est. On va aller passer tranquillement au Jurigno, si vous le voulez bien. Je vais aller vous l'afficher incessamment sous peu. Je vais vous le mettre dans le chat aussi. Hop. J'ai pas noté Laurent Blanc, mais on s'en fout de Laurent Blanc. Ce soir, c'est un mauvais match de Laurent Blanc. Tiens, je vous le mets dans le chat. Le Jurigno, il va être facile, hein, ce Jurigno. On va évidemment mettre Lopez en plus 5. C'est amplement mérité. Je pense que on peut mettre assez largement Cacré. Il est où Cacré? Cacré en moins 4. On va mettre Gusto qui fait une entrée dégueulasse en moins 3. Je vais les copier sur mes... C'est marrant, Tolisso est pas si bas. Hein. Et vous voyez, il y a du Mendes encore. C'est du délit de sale gueule quand même. Diomandé, ouais, Diomandé moins 5 aussi. Ça me semble logique. Et Lovren. Lovren moins 4. Ça me semble être des notes plutôt cohérentes et plutôt représentatives du jeu. Merci Tex pour les abonnements offerts. Merci beaucoup. Les abonnements offerts, même dans la défaite. Barcola plus 3, vous êtes généreux quand même avec Barcola plus 3. De toute façon, vous notez comme vous voulez. Hein. Vous notez comme vous voulez. Moi, je valide mon vote. Vous voyez, il y a 53 votes. Si je rafraîchis, on va voir qu'il y en a 55. On va regarder, on va vous stalker un petit peu. On voit les habitués là. Hop. Sur le point Ligue 1, on va regarder vite fait. Classement, du coup, pas grand chose qui change, si ce n'est que Lille, du coup, prend 1 point sur l'OL avec le match nul de ce week-end. On en reste à 3 points de Rennes et 6 points du LOSC. Sachant que je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que Lille joue Rennes, si je dis pas de bêtises.
Lille va jouer Rennes. Non, Lille va pas jouer Rennes. Lille va jouer Marseille, Monaco. Donc Lille, il y a moyen quand même qu'ils perdent des puntos. Donc c'est pas fini, hein, mathématiquement. C'est toujours pas fini. Notez d'ailleurs que l'Olympique Lyonnais est officiellement maintenu en Ligue 1 avec 50 points. Et Gusto a pris du poids. Ça, je sais pas. J'ai l'impression, oui, mais je sais pas. Donc voilà. C'est pas perdu, c'est pas fini. Mais ça va quand même être très compliqué sur 6 matchs d'aller récupérer 6 points sur Lille. Ça sous-entend qu'il faut vraiment qu'on fasse une série canon. Et j'ai bien peur que ce soit pas le cas, parce que pour récupérer 6 points sur Lille, faut qu'ils aient. Ça veut dire au moins 2 défaites de Lille de plus enfin, ils ont la différence de but en plus. Ils sont à plus 17. On est à, je sais pas compter, plus 15. Euh, c'est compliqué. Qui joue Lyon? Je crois qu'on joue contre Clermont, si je dis pas de bêtises. Contre Strasbourg, qui a un regain de forme. Puis contre Montpellier-Clermont. En vrai, la série, elle est pas si compliquée. Avant d'aller affronter Monaco, Reims et Nice, qui risque d'être plus compliqué. Mais Montpellier, ça reprend du poil de la bête. Ils ont toutes ces équipes qui ont gagné, hein, Strasbourg et Montpellier. Donc je suis pas sûr qu'on fera les débriefs de Strasbourg et Montpellier. Peut-être qu'on fera les débriefs de Monaco et de Reims et de Nice. On va peut-être faire une petite coupure là. De toute façon, bah, je pourrais pas en fait, tout simplement. Je pourrais pas le 7 et le 13. Je serai pas chez moi. Donc ce sera pas possible de débriefer. Les trois derniers matchs, c'est dur pour vous. Bah, après, c'est des matchs où il y aura de l'enjeu. Donc ça me semble un peu foutu, ouais. Ça me semble un peu foutu. 6 points à 6 journées de la fin, ça me semble un peu cuit. Mais bon, mathématiquement, c'est pas le cas, hein, donc on sait pas. Strasbourg, gros match piège, on va y aller en pantoufle. Donc voilà, pourquoi on a toujours Nice en dernier match? Je sais pas, c'est une très bonne question. Je sais pas pourquoi on affronte toujours Nice en dernier match de la saison. C'est le nombre de fois où ça arrive, c'est assez dingue. Voilà pour le constat global de ce match. On se retrouvera dans le courant de la semaine pour un petit live nocturne et derrière probablement pour le débrief de Strasbourg quand même parce que sinon on va se faire un peu chier. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi ce débrief. Si vous êtes sur YouTube, bah déjà merci d'être allé jusqu'au bout. N'oubliez pas de lâcher les petits pouces, ça vaut pour ceux qui sont dans le chat aussi. Je vais vous mettre le lien de la chaîne YouTube si vous voulez bien lâcher un petit abonnement, cliquer sur la cloche, mettre des commentaires, des pouces bleus et tout, ça fait toujours plaisir. Voilà, on se retrouvera je pense mardi ou mercredi pour un live nocturne pour parler d'un peu tout, parler de l'OL si vous voulez, parler de je sais pas, de l'actu réseaux sociaux avec par exemple le truc sur Plush là, avec Kev Adams, comme d'hab, rendez-vous aux alentours de 22h pour parler de tout ça ensemble. Et pour le reste, bah moi je vais aller me soigner, je vais aller boire de l'eau pour essayer que ça passe, parce que là je suis très très pris quand même, je pense que ça s'entend, je dois avoir une voix de canard. Rediff dans 1 heure sur YouTube et dans 2 heures en HD. Comme d'habitude, je vais vous envoyer en raid chez qui? Chez qui je vous envoie en raid? Je vais vous envoyer en raid chez Velvet Shadow, qui est en train de terminer le Battle for. Voilà, n'hésitez pas à lui faire des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve mardi ou mercredi en fonction de la forme. Et en attendant, bah, n'oubliez pas que bah, l'Olympique Lyonnais n'est pas une formidable raison d'être heureux, en tout cas pas pour le moment. Allez, ciao, bisous, à bientôt!